Produit avec le soutien de la MDJS. Vous êtes bien sur Radio Ma'arif et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Icône, votre podcast où des passionnés viennent nous parler d'autres passionnés. Je suis avec Mouna Bougrine et Reda Allali. Bonjour. Bonjour. Alors Reda Allali, je vais faire l'impasse sur la présentation parce que je pense qu'à ce stade-là, on commence à savoir qui tu es. Par contre, je suis contente d'avoir à mes côtés quelqu'un qui a le même prénom que moi. Ça me fait bizarre d'utiliser le même prénom. Mouna Bougrine, vous êtes neurochirurgienne, mais aussi une passionnée de culture. On a parlé un petit peu avant de commencer ce podcast des passions, donc la radio et les livres. Exactement, la radio, les livres et puis tout ce qui a trait à la culture de manière générale. Et je pense que l'icône d'aujourd'hui, elle est justement littéraire. Oui, effectivement. Donc il s'agit de Mohamed Lefseh, qui est un auteur marocain que j'ai découvert. Celui qui me l'a fait découvrir est un autre auteur que j'apprécie énormément, qui est Mohamed Nedali. Et c'est quelqu'un qui est arrivé à la littérature assez tard, vers un peu plus de 40 ans, je crois, vers 46 ans. C'est un informaticien de formation. Il a été diplômé, je crois, dans les années 70. Donc, je crois que c'est un des premiers informaticiens marocains. C'est un féru de littérature. Il a été critique littéraire dans plusieurs journaux, dont Le Matin. Et puis, il est venu à la littérature, je crois, enfin, je ne le connais pas personnellement puisqu'il est décédé en 2008. Mais j'imagine que le fait d'être critique et d'être féru de la littérature, ça l'a amené à l'écriture. Et il a été aidé dans l'édition par Edmond Amran El-Melh, qui était son prof de philosophie, qui lui a permis d'éditer son premier livre qui s'appelle Les Demoiselles de Numidie. Après, il est un peu tombé dans l'oubli très vite parce que ses livres n'ont pas été édités. Et ensuite, il y a l'édition La Croisée des Chemins qui lui a permis d'éditer ses livres. De son vivant ? De son vivant, oui. Il a été connu de son vivant. Et Selim G aussi a pas mal fait la promotion de Mohamed Lefseh parce qu'il le connaît bien. Et moi, quand j'ai lu, j'ai commencé par le premier livre, qui est Les Demoiselles de Numidie. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est une littérature foisonnante. Ça va dans tous les sens sans jamais perdre le fil. Et je n'ai jamais lu avec autant de plaisir quelque chose qui est écrit au passé simple. Sur le plan pédagogique, c'est une leçon de concordance des temps. C'est incroyable comment il joue avec la langue, toutes les références littéraires qu'il explique lui-même parfois. Il le dit, il cite un vers de Rimbaud et puis il met une petite note en bas de page où il va vous expliquer pendant 10 lignes pourquoi il le cite. Et puis sa littérature va de la littérature la plus foisonnante, la plus luxuriante en termes de mots, en termes de verbes. Et puis, quand il donne la parole à ses personnages, ça peut être très bas, très terre à terre. Exactement. Donc, j'ai pas dit de quoi il parlait. Et ce dont il parle, souvent, ce sont les bas-fonds. Tout ce qui est un peu, pas tabou, mais qu'on n'aborde pas beaucoup dans notre littérature. Et donc, dans Les Demoiselles de Numidie, c'est la prostitution. C'est un bouge dans une ville qu'on peut penser être Casablanca, mais qui n'est jamais nommé. Est stati. Il est stati, mais il a vécu à Casa. D'accord. Il a vécu à Casa, puis il est parti au Caire, vraisemblablement pour des raisons familiales, mais enfin, il n'a pas été obligé de quitter le pays. C'est trash, c'est hard, mais jamais, à aucun moment, ça n'est vulgaire. Jamais, au grand jamais. Et c'est ce qui est merveilleux. Ça monte en intensité et ça finit par une explosion. C'est merveilleux. J'ai pas d'autres mots pour dire cet auteur-là. Et le dernier livre que j'ai lu de lui, c'est La Chute, où justement il raconte un incident qui lui est arrivé dans son lycée où il le dit, il monte un quart d'heure avant, ils sont en retard avec son camarade en classe, il arrive, le camarade prend son élan et se jette par la fenêtre. C'est dramatique. La mort, le sexe, tabou,
est toujours présent dans les livres de l'Iftah, mais c'est d'une beauté. Et justement, dans cette chute, lui, c'est ce qu'il dit, ce jeune homme s'est suicidé parce que homosexuel peut-être. Et il dit que c'est une chronique. Comme s'étant suicidé, il n'a pas eu le droit à être enterré dans les règles j'ai perdu des funérailles exactement. Et lui, il dit que à la fin, il écrit cette chronique justement pour donner à ce jeune homme qui s'est donné la mort et sans hésiter. Il a plongé et la description, c'est pour ça que ceux qui veulent lire ce livre, moi je leur conseille de le lire d'une seule traite parce que c'est ce que j'ai dit, là, il y a une intensité dramatique incroyable. Et il finit en disant que voilà, c'est sa chronique et ce sont les funérailles de ce jeune homme. Et pour finir, pour l'Iftah, la plus grande consécration, c'est la reconnaissance par les pairs. Et il existe un livre qui s'appelle Mohamed l'Iftah ou Le bonheur des mots, qui a été écrit sous la collaboration de Abdallah Beida, auquel ont collaboré une dizaine d'écrivains marocains, dont justement Salim Djei, qui est plutôt critique littéraire, Edmond Amran Maleh, Nedali, etc., pour dire tout le bien qu'il pense de cet auteur. Voilà. Reda, on a perdu ses mots. Non, mais ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'aller lire tout de suite. Ça donne envie et en plus je rebondis parce que apparemment ce n'est pas si facile que ça de trouver toute son œuvre, n'est-ce pas? Voilà, c'est difficile. Quand on nous l'a conseillé, on l'a cherché, mais on n'a pas trouvé facilement. Donc en fait, moi personnellement, dès que je trouve un roman de l'Iftah, je l'achète. Je me dis pas, je vais le laisser pour plus tard. Pour le garder. Non, mais c'est vrai, quand on parle d'icône, c'est que c'est censé être une figure emblématique et souvent le sort de certaines icônes littéraires, c'est justement de presque être oublié et d'être en tout cas au bord du. Oui, effectivement. Alors Salim Djei le compare à Genet. Alors personnellement, je n'ai jamais lu Jean Genet. Mais moi, je lui trouve plutôt un parcours à la Baudelaire, quoi. C'est baudelairien. Et lui-même se revendique de Genet, il se revendique de Baudelaire, il se revendique. Sans connaître les autres, quand on lit un texte de l'Iftah, quand on a lu l'Iftah une fois, on sait reconnaître son écriture. Voilà. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir entendu ça. Et depuis le début de ce podcast, on espérait que pouvoir amorcer une initiative où que les gens viennent nous parler sans qu'on les connaisse avant de faire des podcasts qui viennent, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, je vis un très bon moment. Voilà, ça me fait très plaisir. Moi aussi. Et sachez de l'autre côté des ondes, c'est pas des ondes, mais du clic, puisqu'un clic nous sépare, les amis, que nous sommes à votre disposition pour vous tendre le micro si vous avez le même ton passionné que Mouna aujourd'hui. Voilà. Merci. Et icône. Hein, et icône validée en plus. Ah, oui, je sais pas, j'ai jamais lu, mais on peut pas. Je veux dire, regardez. La passion qui l'anime. Regardez, bien sûr. Par contre, je suis un peu fatigué de ces auteurs inconnus ou mal connus ou mal distribués ou mal édités. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. On est d'accord. S'il vous plaît. Si de l'autre côté du clic, vous avez un métier qui peut nous aider à améliorer la situation, ça suffit. Ça fait un peu. C'est vrai, on en avait parlé pour Bouanani, pour Obzev, Roma Akhtarahum. C'est vrai. Exactement. Et son parcours était francophone entièrement? Parce que certains s'illustrent aussi bien en français qu'en arabe parfois. Non, il est francophone, entièrement francophone, oui. En tout cas, à ma connaissance, de ce que j'en ai lu, oui, entièrement francophone. Brillante icône. Je regarde Reda en attendant de découvrir son icône à lui. Alors moi on va changer de monde, je suis désolé. Ça va. Alors, je vais vous emmener dans le Maroc aux années 60. C'est comme ça que je vais présenter mon icône. Le 25 août 1962. Exactement, au stade d'honneur qui s'appelle le stade d'honneur. Voilà, avant de s'être baptisé d'honneur par les spectateurs, entre sur la pelouse l'Inter Milan mené par Elenio Herrera, qui est un grand entraîneur italien qui a grandi à Roche-Noire, avec Lorenzo Buffon par exemple dans les buts et qui affronte le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est Puskas, Di Stefano, etc. Et donc ce 25 août 1962, ce match entre l'Inter de Milan et le Real Madrid, c'est un match immense. Alors qui est ton icône, le stade? Non, pas du tout. C'est celui qui a fait en sorte que ces gens sont venus. Voilà, il s'appelle Ahmed Ntifi et il est l'organisateur de ce tournoi qu'on appelle la Coupe Mohamed Khamis, la Coupe Mohamed V, qui dans sa première édition a vu arriver l'Inter, le Real, Reims et les Phares. Voilà, Reims c'est aussi une grosse équipe à l'époque, pardon. Voilà, et sachez donc que dans ce tournoi, voilà, les Phares battent le Real 4-3.
On parle du gros Real, hein, j'insiste, on est en 62, on parle d'un énorme Real Madrid, et toute la presse espagnole va débarquer pour voir cette fameuse équipe des phares qui a battu le Real, et ça va donner une sorte de coup de projecteur médiatique incroyable. Sur le football marocain Non, ce tournoi Mohamed Khamis, pardon, qui va donc avoir cette première édition extraordinaire, et qui va durer des années et des années. Alors c'est quoi le tournoi Mohamed V? C'est l'idée de Ahmed Ntifi. Ahmed Ntifi, c'est un dirigeant, c'est le charismatique président du RAC, club de football Casablanca. C'est un homme qui a beaucoup de contacts, qui a des idées, qui a du bagou et qui a des visions. C'est pas footballeur. Non, c'est un président. Sa vision à lui, c'est quoi? C'est se dire, voilà, on est au Maroc, on n'est pas loin de l'Espagne. L'Espagne, c'est juste à côté, il y a des énormes équipes qui viennent l'été se préparer. On va essayer de les convaincre de venir à Casablanca faire un tournoi amical, ils ont besoin de se préparer. Et nous, on va médiatiser ça et on va avoir notre tournoi classe. Et ça va être le tournoi Mohamed Khamis. Alors, sachez que c'est énorme, hein, la Coupe Mohamed V. Par exemple, en 64 et en 66, Boca Juniors et Real Madrid qui reviennent. Voilà. L'Étoile Rouge de Belgrade arrive en 67, le Bayern, Saint-Etienne, Flamengo, le Barça évidemment, Flamengo, les Sud-Américains. Alors imaginez hein, que dans ces années 70, on a pu voir des joueurs comme Mayer, Breitner, Beckenbauer, Müller, l'arqué, le milieu de terrain français, Salif Keita, le Malien de Saint-Etienne, Vava, le monstrueux ailier brésilien, Panenka. Vous connaissez la Panenka? C'est quand on fait un petit lob. Voilà, le Panenka qui a inventé la Panenka était là. Voilà. Rezenbrink, le Hollandais, exactement. Rezenbrink. Alors c'est dingue hein, parce que ce tournoi donc a été. Alors c'était quoi le principe hein, pour aller vite? C'est qu'on invite qui on veut et le champion du Maroc est qualifié. Ah, d'office. Okay. Voilà. Mais on est dans les années 70, 70, et là, voilà, c'est le Maroc un peu où le foot est regardé de très près par le roi Hassan II. Il va s'amuser à ordonner, pas trouver d'autres mots, des renforts. C'est-à-dire que voilà, le WAC, par exemple, champion du Maroc, va jouer contre Saint-Etienne. Pof, il prend le téléphone, il faut qu'il appelle Faras, avant-centre de Mohamedia, pour qu'il ait joué avec les phares. Parce que là, c'est l'image du Maroc, tu comprends. Voilà, c'est l'image du Maroc. Donc on a eu des choses très drôles. Hein. On a eu donc la veille du match. Des panachés, voilà, exactement. Il y a même un panaché qui est très drôle, hein, avec l'histoire de, ça j'ai envie de vous la raconter, l'histoire de l'Arabi Hardan, qui est un défenseur du WAC, qui fait un stage avec l'équipe nationale et qui reçoit l'instruction d'aller jouer avec Stade, qui s'est qualifié et qui joue cet après-midi. Donc il quitte l'équipe nationale avec le maillot de l'équipe nationale et il va rejoindre les vestiaires du Stade d'honneur pour trouver l'équipe de Stade. Et là, il sent que ça se passe pas bien parce que les mecs font un peu la gueule. Ouais. Ils sont qualifiés, un type qu'ils connaissent pas qui arrive, qui va leur prendre leur place. Et lui, il sent le malaise. Il dit, vous savez quoi, on laisse tomber, on va dire que je suis blessé. Donc il reprend le taxi pour retourner dans l'équipe nationale qui entre-temps était parti prendre l'avion pour jouer contre l'Iran. Donc il a joué ni avec Stade ni avec l'équipe nationale. mais c'est des trucs drôles, c'est un autre foot. Hein. On avait cette histoire là, c'était vraiment là, se qualifier pour le tournoi Mohamed Khamis, c'était un gros truc et il fallait avoir la meilleure équipe. Donc c'était la base d'un club avec 2 ou 3 petits renforts. Alors ce tournoi qui a eu, donc je répète, hein, ces heures de gloire dans les années 70, il veut dire aussi beaucoup de choses. Il montre aussi très souvent, il a un côté négatif. Le côté positif, c'est la qualité du spectacle, évidemment. Voilà, le rayonnement et puis le fait d'avoir vu des super joueurs. Mais le point négatif, c'est que c'est sûrement pas imputable à Ntifi, mais à tout l'environnement dans lequel il baignait, toute la façon qu'on avait de réfléchir à l'époque. On baignait un peu dans l'idée que nous n'étions pas faits pour l'Afrique, pour jouer au foot contre les Africains, que ces gens-là pratiquaient un autre sport, ils étaient un peu brutaux, ils avaient des arbitres un peu pourris, des terrains dégueulasses, des voyages affreux, des hôtels répugnants, et que donc globalement, nous, on est bien quand on joue contre le Real, contre le machin, etc. Et donc, il faut quand même le dire, les clubs marocains entre 68 et les années 80 ne participaient pas aux Coupes d'Afrique. Ce qu'on voit aujourd'hui, le WAC joue Ligue des Champions, Casablanca est bloqué, le Raja, Berkane a gagné. Ça, il y a pendant 15 ans, on s'est même pas inscrit. C'était pas un boycott, hein, c'est juste complexe de supériorité. Un petit peu. Voilà. On s'en rappelle, enfin, des commentateurs limite racistes quand il y avait le Maroc qui jouait contre des équipes subsahariennes dans les années 80. Mais même aujourd'hui, hein, si vous écoutez des chaînes arabes, vous allez quand il y a une équipe arabe contre une équipe, enfin nord-africaine contre subsaharienne, vous allez avoir des surprises. Mais bon, en tout cas, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'on estimait que ce tournoi remplaçait les Coupes d'Afrique qu'on jouait pas. Voilà, c'est fou. Et il a fallu attendre 1979 pour inviter la première équipe d'Afrique, qui est le Canon de Yaoundé. Le Jeanne d'Arc, le Canon de Yaoundé, donc on fait une sorte d'édition un peu africaine et on fait déplacer le tournoi à Marrakech et c'est le WAC qui gagne. L'aventure se termine en 1980, c'est une période très dure. Le MAS prend un énorme 7-0 dans ce fameux tournoi Mohamed Khamis et en même temps la Coupe Mohamed V, ça s'appelle la Coupe, ça s'appelle pas tournoi, c'est la Coupe Mohamed V. En même temps, l'année d'après, en 1981, le Maroc prend 5-0 contre l'Algérie. Pof, rideau, et la mort de Ahmed Ntifi fait que ce tournoi définitivement passé aux oubliettes. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer en disant qu'on a l'habitude de dire que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
c'est une façon de dire Oui. que, en fait, personne ne l'est. Mais en fait, c'est juste parce que les projets n'ont pas de cimetière. Parce que ce projet-là a été enterré avec, Avec son Moulay. porteur. Voilà, Ouais. exactement. Et que, certes, la vie continue, mais peut-être que cette belle chose aurait mérité pu, de continuer. C'est une autre forme, tu vois, parce qu'on est au Maroc, on est à pas loin de l'Europe, on a des énormes clubs autour du bassin méditerranéen avec de quoi faire un petit rendez-vous d'été systématique et le faire perdurer. On aurait en tout cas gagné à le garder. Voilà. Je sens que tu lances un appel là. Non, Hassani, non, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans un autre monde. Aujourd'hui, Ouais. le foot pro n'a rien à voir avec qu'il était à avec ce qu'il l'époque. était. Ce qu'il était, tu pouvais avoir un Ahmed Nsifi qui a un peu de bagou, qui est un peu copain avec le président du Real, qui l'invite et l'autre il arrive avec son équipe et il prend en charge les frais et ça lui fait. C'est vrai On qu'aujourd'hui, est c'est dans ce l'autre, monde-là aujourd'hui en termes de droits, etc. C'est une folie pour C'est vrai. organiser un déplacement d'un club européen. Tu as l'impression que c'est un débarquement sur la Lune. Donc ça n'existe plus. Mais par contre, ça a existé. Ça a été un bon moment et ça a donné l'occasion d'avoir des très belles affiches. Et malheureusement, elles sont restées sans lendemain. En tout cas, ça s'est terminé dans les années 80. Et merci. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si Mouna veut. Oui, veut rajouter quelque je chose. voulais justement savoir, c'est-à-dire que les équipes, on les invitait. Et ça leur permettait quoi? Un classement FIFA Non, ou là, rien. s'entraîner, Non, peut-être. non. C'est Ou les là- tournois d'intersaison. C'est-à-dire que quand tu entres de saison, tu fais des stages. Oui. Et ces stages sont ponctués par des matchs amicaux pour faire Oui. tes petits réglages. Voilà. Faire tes petits réglages, donc fatalement tu as des matchs amicaux. Aujourd'hui, ils les font beaucoup en Amérique ou là en Chine ou pour ouvrir de nouveaux marchés, pour que les Chinois s'intéressent au club, etc. Ces matchs amicaux peuvent prendre la forme de bêtes matchs amicaux ou bien peuvent prendre la forme d'un petit mini tournoi où il y a une petite émulation, où il y a un petit prize money, un petit peu de gloire, un petit peu de voilà. Et donc ça donne. Après c'est juste le prestige du titre. D'accord. C'est-à-dire que Un titre en ils plus, peuvent très bien décider de venir et d'envoyer une équipe B en disant c'est les juniors qui vont jouer, mais ils sont pas là dans ces prix-là parce qu'une Tifi n'avait pas fabriqué ça dans cet esprit-là. Ils sont dans l'esprit de faire jouer la grosse équipe pour se rôder et en même temps le Real Madrid n'aime pas perdre contre les phares ou n'aime pas perdre contre l'Inter Milan ou vice versa. Donc une fois que tu as rentré cette équipe-là, bah, tu te prends au jeu. Voilà. Oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup les amis. Deux belles icônes pour aujourd'hui, Mohamed El Ftah et Ahmed Ntifi, sous le signe de la passion. Produit avec le soutien de la MDJS.